Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs, bonjour et heureux de nous retrouver dans le cadre de ce 9e colloque international des finances publiques qui, comme nous l'avons entendu et vécu hier, est non seulement devenu une institution dans notre pays permettant de se poser des questions majeures que les États se posent, mais qu'au-delà des États, les organes de ces États et les collectivités se posent. Et c'est aussi un espace, j'ai retenu avec plaisir la formule de Son Excellence l'ambassadeur de France, qui a une double dimension scientifique, mais aussi d'action, et qui nous permet de voir comment un certain nombre de grands enjeux peuvent être traités et comment nous pouvons déployer les réflexions et les partages qui sont faits au sein de ce colloque. Nous allons passer une matinée et une journée riche, puisque nous avons des intervenants de très haut niveau. C'est ce que le colloque nous apporte tous les ans à Rabat. Alors nous allons évidemment aussi prendre le temps d'échanger et de partager avec vous et avec les différents intervenants que nous avons. Nous le ferons à la fin de chaque session, c'est-à-dire à la fin de la table ronde de la matinée, à la fin de la table ronde de l'après-midi. Et nous irons vers la conclusion en fin de journée avec l'intervention du ministre Nabil Nadl. Sans plus tarder, je voudrais proposer que nous nous engagions dans la première partie de cette table ronde dédiée à la gestion financière des villes avec 4 interventions. Nous allons commencer par l'intervention de M. Khalid Safir Wali de la région du Grand Casablanca, gouverneur de la préfecture de Casablanca, sur la gestion financière d'une métropole et le cas de Casablanca. Nous irons tout de suite après découvrir la même problématique pour la métropole du Grand Paris avec l'intervention de Dominique Frantz, qui est sous-directeur du budget de la ville de Paris. Et nous compléterons par 2 interventions, celle de M. Lotfi Missoum, directeur du contrôle de l'audit de l'inspection de la trésorerie générale du Royaume, sur quel conseil comptable pour une meilleure gouvernance des villes. Et enfin, Guillaume Tenlo, qui est chef du bureau de la synthèse budgétaire au sein de la direction des finances déjà pour la ville de Paris et qui lui partagera avec nous son analyse de la gestion des budgets participatifs. Monsieur Le Wali, je vous donne la parole. Mesdames, Messieurs, je souhaite d'abord remercier mon ami Sinordine Bensouda de m'avoir permis de revenir dans cette belle salle, aussi dans le siège de cette grande maison à laquelle j'appartiens par le cœur, puisque j'y ai passé quelques années de ma vie professionnelle. Je vais donc faire un exposé plutôt sur les défis de la ville de Casablanca et sur les voies et les axes pour améliorer sa gestion, plus que sur la gestion financière même de cette ville. Casablanca est la métropole la plus importante du Royaume du Maroc, qui est constituée d'abord de la ville de Casablanca, mais aussi des villes et des municipalités satellites qui l'entourent, qui sont Mohammedia, Bouskoura, Darboaza, Rahma, Mdiouna. C'est un tout de 4 millions d'habitants à peu près, un peu plus de 4 millions 200. Elle représente en termes de PIB national 20% selon les chiffres de 2012, 23% selon les chiffres de 2013. Mais c'est une ville aussi qui connaît beaucoup de problèmes qui peuvent se résumer d'abord en un ensemble d'attentes des citoyens et des entreprises en matière de qualité de service, une fonction publique municipale pas très bien structurée, pas très bien organisée, qui donc justement n'offre pas la qualité de service qui est attendue par les citoyens et par les entreprises.
une gestion des ressources humaines municipales aussi qui n'est pas très rationnelle, 15 000 agents et cadres, mais dont l'utilisation n'est pas optimale et ne donne pas les résultats escomptés. Et aussi un territoire où plusieurs acteurs interviennent, donc l'État d'abord, à travers ses services extérieurs et un certain nombre d'entreprises publiques, les collectivités territoriales, principalement la ville, la région, le conseil préfectoral, sans grande cohérence dans leurs interventions particulières. Et puis ce qui concerne la ville en elle-même, une administration fiscale pas très rentable et donc un autofinancement très faible. Et justement, pour illustrer ça, le budget de l'année 2014 qui ne dégage qu'un autofinancement de 71 millions de dirhams. Le gros du budget étant utilisé à la fois pour le paiement des salaires et pour le paiement d'un certain nombre de grandes missions d'entretien et de fonctionnement. Et c'est là le grand défi de la ville de Casablanca, avec tout ce qu'il attend. Elle ne dégage en moyenne, bon an, mal an, qu'entre 100 millions et 200 millions de dirhams, entre 10 millions d'encres et 20 millions d'euros. Casablanca a eu l'honneur et le privilège d'avoir été traité dans un discours de Sa Majesté le Roi au Parlement en octobre 2013, où Sa Majesté avait dressé un diagnostic assez sévère sur la gestion de la ville et dans lequel il a aussi fixé à la fois une ambition pour la ville pour en faire un hub financier international, mais aussi en pointant le doigt sur la problématique principale de la ville qui est la mauvaise gouvernance et qu'il fallait faire un effort pour améliorer cette gouvernance et donner les attributs nécessaires à cette ville pour qu'elle puisse devenir une vraie métropole aux standards internationaux. C'est pour cela que donc un plan de développement a été élaboré. Il a mobilisé plusieurs ressources avec une concertation entre l'ensemble des acteurs de ce territoire, que ce soit l'administration, les collectivités territoriales, le secteur privé, les ONG, quasiment une année de discussion et de concertation pour aboutir à la présentation justement d'un plan de développement ambitieux qui a été présenté une nouvelle fois devant Sa Majesté en septembre 2014 et qui vise à faire de Casablanca à la fois donc, ce hub financier international connecté au monde à travers les liaisons aériennes et routières, mais aussi connecté par les voies maritimes et connecté par les moyens électroniques et modernes de communication, mais aussi un hub inclusif qui permette à l'ensemble de la population de bénéficier donc, de ce développement économique. Tout en faisant de cet espace un espace attractif de vie, de prospérité et de divertissement. 4 axes stratégiques avaient été identifiés, 4 axes stratégiques et 4 leviers de développement. Donc je vais citer d'abord les 4 axes stratégiques qui sont tous des axes d'investissement et qui concernent, donc, premièrement, qui visent d'abord à réconcilier la ville avec ses habitants, et donc permettre à tous les habitants de cette ville de se sentir appartenir à cette ville et de bénéficier des mêmes types de prestations. Optimiser la mobilité, ça c'est très important. Un corps ne peut fonctionner que si la circulation sanguine à l'intérieur de ce corps se passe très bien. Donc optimiser la mobilité des habitants vers leur lieu de travail, leur lieu de vie, leur lieu de divertissement, en termes de temps, de coût et de qualité. Casablanca doit continuer à incarner l'excellence en matière de développement économique au niveau du royaume et rester donc cette locomotive de l'économie nationale. Et enfin, développer une offre de divertissement différenciée à la fois pour les habitants de la ville mais aussi pour ses visiteurs. Donc, dans chacun de ces axes, il y a des sous-axes d'investissement qui concernent à la fois en termes de qualité de vie, l'habitat, la sécurité, la santé, l'éducation. En termes de mobilité, donc tout ce qui concerne la voirie, mais aussi les moyens communs de déplacement et de transport.
En matière d'excellence économique, tout ce qui concerne bien sûr à la fois les zones d'activité à développer ou à mettre à niveau, mais aussi la question du capital humain. Une ville qui se veut une grande métropole internationale, qui se veut attractive pour l'investissement international, doit offrir des ressources humaines de qualité. Et enfin, une animation et une attractivité pour les jeunes et moins jeunes en termes de loisirs, de sport et de culture. Ça sur l'aspect donc investissement. Et pour ces investissements, une dizaine de conventions ont été signées devant Sa Majesté, donc le 26 septembre 2014, avec une enveloppe globale de 33 milliards 600 millions de dirhams, dont presque la moitié est consacrée aux moyens de transport en commun, donc avec l'extension du réseau de tramways dans l'ensemble de la ville, mais aussi d'autres domaines qui bénéficient de ces investissements, où l'État a réellement mis la main à la poche pour permettre à cette ville de se hisser, tout en invitant la ville à se mettre elle-même à niveau pour qu'elle puisse générer par la suite ses propres ressources. Et je reviendrai sur ça. Donc à côté donc au niveau de ce grand plan de développement, la contribution de la ville de Casablanca à elle seule est chiffrée à 3 milliards 100 millions de dirhams. Donc si on fait une moyenne sur 6 ans, ça fait 450 millions de dirhams en moyenne par an. À comparer avec les millions de dirhams d'excédents dont on a parlé tout à l'heure, Casa n'a pas les moyens de se payer ce plan de développement ou d'y contribuer. Et donc, il va devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver à un niveau de production d'un excédent pareil. Et justement, à côté des 4 axes stratégiques et d'investissement, 4 leviers stratégiques ont été aussi identifiés, qui sont plus dans du soft. Comment faire fonctionner la ville, comment faire cohabiter tous les acteurs qui sont dans la ville et comment faire pour améliorer à la fois la qualité des prestations aux citoyens et aux entreprises, mais aussi les finances de la ville. Donc les 4 leviers qui ont été identifiés concernent d'abord la gouvernance, donc comment améliorer la gouvernance. Et les réflexions au niveau de la ville de Casablanca ont contribué aussi à la réflexion qui a été faite au niveau national et qui a abouti à l'adoption d'un certain nombre de lois organiques pour améliorer la gestion des villes. Des financements innovants pour permettre donc à la ville de faire face à ses besoins. Une gestion moderne en matière se basant sur la qualité des ressources humaines et sur les systèmes d'information. Et enfin, une ville qui se veut internationale, qui se veut attractive, doit aussi développer un marketing territorial qui la différencie par rapport à d'autres territoires internationaux. Parce que la compétition n'est pas seulement nationale, mais elle est au niveau international. Et si vous le remarquez, les 4 domaines dont je viens de parler sont ceux qui sont utilisés dans le secteur privé. Donc la gouvernance, la finance, l'organisation et le marketing, c'est ce qu'utilisent les entreprises privées dans leur plan de développement. Donc en matière, l'enjeu fondamental ou les enjeux fondamentaux pour la ville de Casablanca sont principalement la transformation de l'administration locale, pour la moderniser, pour améliorer ses prestations, et la mobilisation de ressources financières suffisantes qui lui permettent de faire face à ses besoins d'investissement. Donc en matière de gouvernance, il y a tout l'aspect légal où un certain nombre de lois ont été votées aujourd'hui et qui permettent donc une meilleure participation des citoyens et de la société civile dans les gestions de la ville. Mais il fallait aussi innover et mettre en place des instances consultatives. Et donc Casablanca est en cours de mise en place d'un observatoire régional économique et social qui soit une plateforme d'échange et de partage avec le secteur privé, parce que la ville, ça ne concerne pas que les élus et l'administration, ça concerne aussi les acteurs économiques et la société civile. Le plan de développement de Casablanca, c'est plus de 200 projets avec divers acteurs, donc il faut mettre en place des systèmes
coordination de l'ensemble de ces acteurs. Et donc une instance de PMO a été mise en place pour permettre la coordination en l'ensemble des acteurs pour la réalisation de ce plan de développement. La nouvelle charte communale va permettre une meilleure clarification des rôles en matière de gestion des services communaux, notamment avec le rôle redéfini du directeur général des services communaux, qui va permettre une professionnalisation de la fonction publique locale. Et Casablanca a aussi adopté une approche innovante qui est celle de la création de sociétés de développement local, qui sont des sociétés appartenant aux collectivités territoriales et qui permettent, en leur confiant des missions et des projets particuliers, de réunir tous les financements pour ces projets ou ces missions, et donc avoir une seule agence d'exécution dans un domaine donné et qui réunit les financements de tous les acteurs. Et donc c'est un moyen de coordination et de mise en cohérence de la mise en œuvre des politiques publiques. En matière de financement, les principaux chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler au niveau de Casablanca, c'est d'abord la mise à niveau de l'administration fiscale. C'est le nerf de la guerre, c'est l'amélioration de la recette et c'est aussi l'amélioration du recouvrement. Et donc il y a tout un travail de mise à niveau de cette administration qui est en cours, à la fois en matière d'organisation, de mise à niveau des ressources humaines, d'informatisation et aussi de coordination avec les services de l'État qui s'occupent de ça, qui sont bien sûr les services de la Direction générale des impôts pour l'assiette et la Trésorerie générale du Royaume pour le recouvrement. Et nous sommes en cours de mise en place d'un système d'échange de données avec ces deux administrations pour améliorer à la fois, comme j'ai dit, l'assiette, mais aussi le recouvrement de ces impôts et permettre à Casablanca de faire face aux défis qui l'attendent. Dans le même domaine, il y a aussi la recherche de financement intéressant. Et nous sommes aujourd'hui en cours de discussion avec la Banque mondiale pour un emprunt de 200 millions de dollars qui va permettre à la ville de faire face à ses besoins en contribution dans le plan de développement sur les 3-4 premières années, le temps qu'elle puisse générer elle-même son propre excédent pour tenir la suite. Il y a aussi un travail qui est fait au niveau des services communaux payants pour en améliorer la rentabilité, donc en ce qui concerne les abattoirs municipaux, le marché de gros de légumes et de fruits de la municipalité, et un certain nombre d'autres actifs fonciers et immobiliers de la ville que nous sommes en train de valoriser. Sur le troisième registre, donc le troisième levier qui concerne donc la mise en place d'une gestion moderne et efficiente de l'administration locale, un travail est en cours sur les ressources humaines, parce que c'est là le capital sur lequel tout doit compter. Nous sommes à Casablanca 15 000 agents de la commune. Il y a un audit qui est en cours d'évaluation des compétences, mais aussi d'évaluation du rendement de ces fonctionnaires, et aussi nous sommes en train de répondre à des questions du type est-ce que telle personne est à la bonne place ou pas. Donc il y a tout un redéploiement qui est programmé par la suite en définissant les vraies priorités de la ville et pour mettre les ressources humaines nécessaires pour les missions prioritaires. Et à côté de ça, bien sûr, la transformation numérique. Aujourd'hui, pour améliorer la qualité de service et des prestations aux citoyens et aux entreprises, le recours aux nouvelles technologies de l'information est nécessaire, une obligation, et aussi c'est un outil pour faire un saut qualitatif important en très peu de temps, donc en mettant en place un certain nombre de services dématérialisés au service des citoyens et des entreprises. Et une des ambitions de Casablanca est de devenir une Smart City, une ville intelligente, faire partie de ce club aujourd'hui qui regroupe soit une soixantaine de villes dans le monde, de faire partie de ce groupe dans les 2-3 années à venir. Un autre aspect traité au niveau de ce levier, c'est faire respecter les lois et règlements.
aujourd'hui, il y a un certain nombre de domaines et qui sont générateurs de flux financiers et de recettes pour la ville, comme le respect du domaine public, donc l'occupation du domaine public, le respect de la propreté. Aujourd'hui, Casablanca est en cours de mise en place d'une vraie police municipale pour veiller à l'application d'un certain nombre de règlements et qui seront eux-mêmes générateurs de recettes pour la ville. Enfin, je termine par le dernier levier que j'ai cité tout à l'heure, une ville qui se veut mondiale, qui se veut internationale, qui se veut attractive, qui se veut locomotive d'une économie nationale, se doit d'avoir une image. Casablanca a une image, mais elle doit la développer encore plus et faire du marketing territorial très poussé, parce que la concurrence maintenant, ça n'est plus de la concurrence entre pays, mais c'est de la concurrence entre territoires. Et il faut vendre ce territoire, faire des choses, mais le faire savoir. Et donc, il y a toute une stratégie à ce niveau-là qui est en cours pour mettre en place ce city branding et qui doit accompagner la mise en place du pôle financier international de Casablanca. Je vous remercie et je reste à vos dispositions s'il y a des questions. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous allons passer la parole à Dominique Prince, sous-directeur du budget de la ville de Paris, pour voir l'autre fondant ou l'autre expérience dans le cas de la métropole du Grand Paris. Voilà. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, je viens évoquer aujourd'hui devant vous en fait un sujet qui est complexe, qui est celui de la métropole du Grand Paris, qui est complexe parce qu'en fait, il s'agit aujourd'hui d'un projet et que la métropole du Grand Paris, au jour d'aujourd'hui, n'existe pas encore complètement. En fait, la métropole va être créée au 1er janvier 2016 et c'est l'initiation d'un projet d'intérêt national qui va probablement marquer en fait toute l'organisation administrative de l'Île-de-France pour plusieurs dizaines d'années. Alors, la première chose que je souhaiterais dire là-dessus, c'est que l'idée d'une métropole du Grand Paris, c'est loin d'être une idée neuve. En réalité, ça fait plus d'un siècle qu'on discute de la création d'une métropole ou d'une ville avec une dimension bien plus importante qu'aujourd'hui. En fait, les premiers projets de modernisation de Paris, du baron Haussmann, en 1850, prévoyaient d'élargir la ville et d'agrandir son périmètre d'un ratio de x4 à peu près. C'est-à-dire que Paris, qui a toujours un peu étouffé dans ses frontières administratives, ses remparts, pouvait à un moment s'élargir jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, aller jusqu'à Marne-la-Vallée, c'est-à-dire s'étendre en fait sur un périmètre qui dépasse d'une trentaine de kilomètres son périmètre actuel. Simplement, le projet était considéré comme un peu trop audacieux à l'époque, et donc le préfet Haussmann s'est contenté d'annexer un certain nombre de communes autour de Paris et de doubler la superficie de la ville. Simplement, le niveau de gestion de la ville n'a jamais été complètement satisfaisant et il y a eu des projets métropolitains, en réalité, dans les années 20, dans les années 30, qui n'ont pas abouti. Et toute la seconde moitié du XXe siècle contient en fait des propositions d'amélioration de la gestion de la ville qui prennent en compte toutes les évolutions démographiques, politiques, économiques, sociales qui se produisent sur les territoires de l'agglomération parisienne et particulièrement de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, au début des années 2000, l'agglomération parisienne va être confrontée à deux types de difficultés. La première, c'est que la population de l'agglomération a explosé depuis la Seconde Guerre mondiale et la population est passée d'à peu près 5 millions d'habitants en 1945 à aujourd'hui à peu près 12 millions d'habitants. Là-dedans, la part de la ville de Paris en tant que telle a en fait plutôt diminué puisque Paris comptait 3 millions d'habitants au début du XXe siècle et en compte plus que 2,2 millions aujourd'hui. Mais tout le périmètre autour de la ville s'est transformé en une vaste conurbation qui aujourd'hui réunit pas loin de 20% de la population française. Par ailleurs, l'agglomération parisienne, c'est, et d'assez loin, le premier pôle économique aujourd'hui de France, puisqu'il produit à peu près un quart du PIB national, et que c'est l'une des régions les plus riches d'Europe, avec toutefois de grandes disparités économiques territoriales, puisqu'on retrouve sur le périmètre de cette agglomération à la fois deux des départements les plus riches de France, qui sont Paris et les Hauts-de-Seine, et l'un des départements les plus pauvres. Dans le même temps, la France, vous savez, s'est engagée depuis plus d'une trentaine d'années maintenant dans un phénomène un mouvement en fait de décentralisation à la fin des années 70, début des années 80,
qui s'est approfondi au début des années 90 et au début des années 2000. Alors, suffisamment approfondi pour que l'organisation territoriale décentralisée de la République soit constitutionnelle aujourd'hui. Mais ce phénomène de décentralisation a conduit, sur le périmètre de l'agglomération parisienne, à une sorte d'éclatement institutionnel, si vous voulez, une sorte de brouillage des compétences, et à une multiplication des centres de décision qui font que la gouvernance de l'agglomération est rendue de plus en plus difficilement lisible pour une partie des citoyens et pour une partie des Parisiens. Je donne un exemple, en fait, sur le périmètre de l'agglomération qui fait à peu près 2800 km². Vous trouvez donc une région, qui est la région Île-de-France. Vous trouvez 4 départements, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, la Val-de-Marne. Vous trouvez une bonne vingtaine d'établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à-dire des structures administratives supracommunales, environ 400 communes, et puis des syndicats très spécifiques, comme le syndicat des transports d'Île-de-France, qui gère les transports au niveau de l'agglomération, ou le syndicat de traitement des ordures ménagères, qui traite les ordures ménagères au niveau de l'agglomération. Au milieu de cet ensemble administratif, vous trouvez une particularité qui est la ville de Paris elle-même, alors qui est très spécifique, d'abord parce qu'elle est à la fois ville et département, qui a une spécificité nationale. D'abord, c'est l'une des collectivités dont la surface budgétaire et financière est la plus forte de France. C'est un budget de presque 8 milliards d'euros, quand même, en fonctionnement, en investissement. C'est une ville qui est très spécifique au niveau européen parce que c'est l'une des plus petites villes d'Europe en termes de superficie. Paris, c'est 105 km². Et quand on la compare à Londres, qui a fait à peu près 1700 km², ou à Rome, 1200, ou à Berlin, 900, Paris, en fait, est une superficie vraiment très réduite. Elle a enfin une spécificité vraiment internationale, qui est que Paris est l'une des villes les plus denses du monde. Elle a 21 000 habitants au kilomètre-carré. Et pour vous donner un petit élément de comparaison, à Londres, on est à 4 700 habitants au kilomètre-carré, et à New York, on est à 10 000. Donc Paris est une superficie à la fois l'une des plus petites d'Europe et l'une des plus densément peuplées. Ce qui pose tout un tas de difficultés d'ailleurs en termes de traitement de la propreté, de traitement de la voirie, traitement du tourisme aussi, puisqu'il y a 30 millions de visiteurs par an à Paris qui rajoutent quand même un peu de population. Alors, le projet métropolitain, en fait, il est né d'une prise de conscience aux alentours des années 2000-2010, qui est la nécessité de conserver à Paris une compétitivité internationale, garder un statut de grande ville, de grande métropole sur la scène internationale qui est de plus en plus concurrentielle, et puis d'accroître son attractivité, et notamment d'un point de vue économique. Alors, quel est l'objectif? C'est créer une unité décisionnelle qui soit à même de gérer les problématiques de transport, d'urbanisme, de logement, de développement économique, à un niveau suffisamment macro pour lui permettre de mutualiser toutes les ressources économiques, humaines et techniques de l'agglomération, en améliorant, si possible, la qualité de vie de ses habitants. Alors, le projet métropolitain, il s'est construit en fait en 3 mouvements. Le premier mouvement, en réalité, a été national. C'est-à-dire qu'en 2010, le législateur a considéré et affirmé le rôle des grandes agglomérations françaises comme des principaux moteurs de la croissance et de l'attractivité des territoires. Donc, par une loi, le législateur a créé 10 métropoles, ce sont les principales villes en fait, Strasbourg, Nantes, Lyon, Marseille évidemment qui auront des statuts encore particuliers, et qui vont se substituer partiellement ou totalement aux structures préexistantes qui sont des communes ou qui sont des établissements intercommunaux. L'objectif, c'est d'élaborer des projets de développement économique, d'aménagement de l'espace, de développement de l'habitat et d'amélioration du cadre de vie qui soient d'intérêt commun. En fait, on donne aux agglomérations un pouvoir de gestion qui reconnaît une réalité démographique, à savoir que les 3/4 de la population française aujourd'hui vivent en fait sur 20% du territoire, qui sont les villes. Second mouvement, ça a été pour Paris en fait un mouvement industriel, c'est-à-dire qu'avant de créer une métropole institutionnelle, on a créé une métropole industrielle. Alors, que s'est-il passé? En fait, en 2010, on a lancé un grand projet de transport au niveau parisien et métropolitain. On a créé une société du Grand Paris qui est responsable de la création d'un réseau de super-métro qui doit faire le tour de Paris, 200 km de lignes, plus de 82 gares. On injecte 30 milliards d'euros et l'objectif, c'est de créer un réseau de transport vraiment intermodal qui réunisse tous les pôles de développement économique de la région parisienne, qui décongestionne l'agglomération
Alors en facilitant notamment les trajets de banlieue à banlieue, l'un des grands problèmes en fait d'Île-de-France aujourd'hui, c'est que pour aller d'un point à l'autre de la région, il faut souvent passer par Paris, alors en voiture ou en transport public. Il fallait prévoir le transport d'à peu près 8,5 millions de personnes par jour et prévoir surtout la montée en puissance de la démographie parisienne et la montée en puissance des transports, puisqu'on estime que le trafic en Île-de-France devrait progresser de 20% à peu près dans les 10 prochaines années. L'autre objectif, c'est de désenclaver les territoires les plus défavorisés et d'éviter ou de casser les phénomènes de ghettoisation qui peuvent se produire dans certaines parties d'Île-de-France aujourd'hui. Enfin, dernier objectif, c'est de développer l'emploi. On estime que le Grand Paris ou le Paris Express devrait permettre la création d'à peu près 20 000 emplois qui pourraient être donc créés par les travaux, mais qui surtout pourraient être créés par la mise en réseau des principaux pôles économiques d'Île-de-France et par la mise en réseau de tous les grands aéroports. Le troisième mouvement de création de la métropole, c'est le mouvement institutionnel. Et c'est celui qui démarre à peu près aujourd'hui. Alors, ce mouvement institutionnel, en fait, il est créé par le biais de deux lois qui sont assez récentes, une loi de janvier 2014 et puis une loi de juillet 2015, et qui définit la création de la métropole du Grand Paris. Alors, qu'est-ce que va être cette métropole ? D'abord, ça va être un nouveau territoire, en réalité. Une entité juridique, un établissement public de coopération intercommunale, qui s'étendra sur plus de 800 km². Ça lui donnera à peu près la dimension de Berlin, et qui réunira une grosse centaine de communes, 131, et devrait réunir sur son territoire près de 7 millions d'habitants. Ce sont ensuite des compétences qui vont être transférées à un niveau de gouvernance métropolitain. Alors, quatre grandes compétences. La première, l'aménagement de l'espace. Donc la métropole sera responsable notamment de l'élaboration d'un plan local de l'urbanisme, de la restructuration urbaine de la zone. Une politique de l'habitat, avec la définition d'un plan local de l'habitat, de l'aide au logement, des réhabilitations. Politique de la ville, avec l'élaboration d'un diagnostic territorial, d'un contrat de ville. Et puis, dernière grande compétence, le développement économique, avec la possibilité de créer des zones d'activité économique et la possibilité de prendre un certain nombre de mesures de lutte contre la pollution ou de favorisation du développement durable. C'est enfin un nouveau type de gouvernance, puisque on crée une instance de pilotage de cette agglomération qui va s'appeler le Conseil de la métropole, donc c'est un conseil élu, associé à un conseil du développement, c'est-à-dire une instance composée de partenaires économiques, sociaux, culturels, qui se prononcera sur les principales orientations de l'agglomération, de la métropole, rendra un avis consultatif sur l'intégralité des sujets qui seront décidés par la gouvernance. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que, en fait, cette métropole, elle sera très largement décentralisée. C'est-à-dire que la métropole va gérer à son niveau, au niveau le plus élevé, les grandes politiques, mais d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire qu'elle va avoir un rôle de planification, de stratégie, d'orientation, mais elle va déléguer la mise en œuvre et l'exécution à de nouvelles entités qu'on va appeler les territoires. Il y en aura 12, qui seront des établissements publics de plus de 300 000 habitants et aux communes, et qui seront chargés de la mise en œuvre des politiques et de la stratégie définie par la métropole. Alors, le maître mot de la création de cette métropole, c'est probablement la progressivité. C'est-à-dire que les textes de loi sont intervenus assez vite. La création de la métropole intervient également très vite, puisqu'elle doit être mise en œuvre au 1er janvier 2016. Mais elle est bâtie en fait pour se développer et rentrer dans une phase proprement opérationnelle sur plusieurs années. En réalité, on va avoir un transfert de compétences, c'est-à-dire que le transfert de compétences que j'ai cité tout à l'heure vont se réaliser sur à peu près 5 ans. En 2016, il y aura assez peu de compétences qui vont être transférées directement à la métropole, ce sera surtout la politique de la ville, et ce n'est qu'en 2017, en 2018, qu'on va transférer les politiques de développement économique, d'habitat et d'urbanisme en 2018. La métropole, elle aura par ailleurs un pouvoir, c'est celui de décider de certaines compétences qu'elle considère d'intérêt métropolitain et donc de faire remonter certaines compétences aujourd'hui communales à un niveau métropolitain. La construction elle va être progressive aussi d'un point de vue budgétaire et financier parce que en réalité, cette métropole ne sera pleinement opérationnelle budgétairement et financièrement qu'à partir de 2021. Alors, dans sa phase de montée en puissance, cette métropole, ce sera essentiellement en fait une entité de mutualisation des ressources et de redistribution qui en réalité aura assez peu de marge de manœuvre, en tout cas qui aura des marges de manœuvre progressives. Alors je m'explique là-dessus. En 2016, cette métropole elle va avoir un budget qui sera d'environ 3,7 milliards d'euros.
Ce budget il est constitué de recettes qui sont des transferts de recettes fiscales perçues par les communes aujourd'hui et de dotations de l'État qui sont perçues par les communes. Ça représente à peu près 3,7 milliards d'euros. Et ces recettes seront transférées immédiatement à la métropole au 1er janvier 2016. Mais elles seront immédiatement reversées aux communes participant à la métropole sous forme d'attribution de compensation. Alors pourquoi ? Eh bien, pour ne pas déstabiliser en fait les collectivités d'Île-de-France qui gèrent leur budget en équilibre. C'est-à-dire qu'une ville comme Paris, par exemple, qui va transférer au 1er janvier 2016 plus d'1 milliard de recettes, a besoin, pour pouvoir voter son budget en équilibre, d'avoir cet argent, puisqu'il ne peut pas absorber un choc d'1 milliard à peu près de recettes sur un seul exercice. Donc, on fait remonter les recettes fiscales à la métropole, elle les reverse sous forme d'attribution de compensation. Mais cette attribution de compensation, elle est fixée sur la base des recettes 2015. Et donc, la métropole va conserver tout le dynamisme de la fiscalité. En 2016, en 2017, en 2018, si les recettes fiscales progressent de 1%, 1,5%, en fait, ce pourcentage, ces points restent à la métropole. Et c'est comme ça que sur 5-6 ans, elle va se constituer en fait un capital qui va lui donner progressivement des marges de manœuvre et qui vont lui permettre, à l'horizon 2020, d'avoir suffisamment d'excédents de fonctionnement pour pouvoir commencer à investir. Par ailleurs, à partir de 2021, la métropole va avoir une autre ressource fiscale qui sera la cotisation foncière des entreprises et qui lui fera un apport de recettes extrêmement important et particulièrement important parce qu'elle aura dessus un pouvoir de taux. C'est-à-dire qu'elle sera en capacité, sur les prochaines années, de décider du taux de fiscalité économique sur tout le périmètre de l'agglomération. Alors, on est aujourd'hui à 3 mois à peu près de la création de cette métropole et il reste beaucoup de choses à mettre en place d'un point de vue technique. On a une mission de préfiguration qui travaille d'arrache-pied avec toutes les collectivités d'Île-de-France, avec l'État. Un certain nombre d'ordonnances budgétaires, financières doivent être prises pour caler le détail des transferts de fiscalité, un pacte fiscal qui doit être établi également au cours de l'année 2016. Et puis, il y a un certain nombre de points techniques encore qui ne sont pas du tout tranchés et qui sont de 2 ordres. Le premier, c'est la façon dont la métropole ferait face aux évolutions erratiques de fiscalité. On est aujourd'hui dans un cas de figure où la métropole, elle se finance à partir d'une hausse des recettes fiscales. Mais on a en matière de fiscalité économique une recette qui est passablement erratique et donc qui pourrait être en baisse. Donc la métropole va devoir réfléchir à la façon dont elle gère une baisse en fait, de la fiscalité sur l'exercice 2016-2017. Deuxième point qu'elle va devoir trancher, c'est le poids de la péréquation dans la région Île-de-France et dans l'agglomération. Il y a aujourd'hui un certain nombre de fonds de péréquation qui sont en fait des fonds de redistribution des richesses entre communes et dont le rôle et la place demain au sein de la métropole ne sont pas encore complètement tranchés. Donc ça, c'est une question qui sera abordée au cours des prochains mois et qui probablement trouvera une issue aux alentours de l'horizon 2017. Alors en conclusion, cette métropole, c'est d'abord un projet d'intérêt national qui vise à unifier et à donner de la cohérence à des politiques transverses et fondamentales, l'urbanisme, le logement, la politique de la ville, le développement économique, la réduction des inégalités. Et puis, c'est un projet qui va se mettre en place très progressivement, qui sera opérationnel uniquement à partir de 2020 et qui sera la date vraiment de mise en œuvre de cette métropole et qui sera importante parce que c'est le moment où cette métropole va pouvoir s'atteler à en fait l'un de ses grands projets qui sera l'unification des taux de fiscalité économique dans toute l'agglomération parisienne et qui devrait aboutir d'ici 2028 à ce qu'en fait on ait une homogénéité totale de fiscalité économique dans toute l'agglomération parisienne. Merci Dominique Frentz. En écoutant les 2 interventions, je voudrais juste dire que vous avez, messieurs, dans des fonctions différentes, dans des préoccupations différentes, la chance de vivre des grandes mutations qu'on ne vit qu'une fois par siècle dans sa carrière. Et franchement, ce que vous déployez, que ce soit dans le cadre de cette transformation à travers votre présentation, ce que le Wali de Casablanca nous a explicité dans la transformation de la ville et de la métropole de Casablanca, du Grand Casablanca, nous montre que, évidemment, ce sont des défis majeurs sur lesquels les détails et les préoccupations
sont importants et qu'évidemment les combats et les challenges ne sont absolument pas faciles compte tenu de la complexité de la situation. Merci messieurs, on reviendra évidemment à vous tout à l'heure en fin de matinée par un certain nombre de questions. J'ai noté moi-même quelques idées, je donnerai la priorité à la salle, ça sera la règle, mais vos interventions nous interpellent déjà. Nous allons aller voir un peu plus dans le détail et un peu moins sur le plan stratégique, mais plus sur le plan, j'ai envie de dire, fonctionnel, à travers l'intervention de M. Lotfi Missoum, qui est directeur du contrôle de l'audit et de l'inspection de la trésorerie générale du Royaume. Votre intervention s'intitule « Quel conseil comptable pour une meilleure gouvernance des villes ?» La préoccupation sera peut-être de voir quel type de diagnostic le plus objectif possible on peut faire aujourd'hui de la situation, mais aussi quel type de recommandations pragmatiques, compte tenu de ce diagnostic, vous pouvez nous apporter au moment où il y a cette transformation démocratique dans notre pays, au moment où les responsables, dans les prochains jours, vont être identifiés pour peut-être mieux leur passer le témoin. À vous la parole. Monsieur le Président, honorable assistance, mesdames et messieurs, la contribution que j'ai le plaisir de vous présenter porte sur le thème « Quel conseil comptable pour une meilleure gouvernance des villes ?» Au cours des dernières décennies, le Maroc s'est fortement urbanisé. Aujourd'hui, plus de 60% des habitants résident dans des agglomérations urbaines. Des villes plus nombreuses, plus peuplées, mieux équipées et connectées à la mondialisation exigent davantage de compétences et de moyens pour parvenir à une bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous sommes passés de l'administration d'une ville à sa gouvernance. La gouvernance locale ou territoriale se définit comme une répartition et une articulation des pouvoirs entre les différents acteurs, contribuables, élus, société civile et administration locale, en vue de résoudre un problème productif ou de réaliser un projet de développement. Les études réalisées sur cette thématique, et notamment le rapport de la Commission consultative sur la régionalisation, ont mis à nu les principales défaillances de la gouvernance territoriale au Maroc. Faiblesse de la transparence de la gestion locale, fragilité de la relation entre les conseils élus et les citoyens, inefficience des organismes de tutelle et de contrôle et absence de la dimension spatiale dans l'approche de l'aménagement du territoire. Dans son discours d'octobre 2013 devant le Parlement, Sa Majesté le Roi n'avait-il pas pour la première fois critiqué ouvertement la gestion de la ville de Casablanca, comme l'a rappelé M. Le Wali tout à l'heure. Un des acteurs historiques de la gouvernance territoriale est la Trésorerie générale du Royaume. Grâce à son maillage important et à sa présence sur le terrain, les comptables publics gestionnaires de 1744 collectivités territoriales sont sollicités en permanence pour apporter leur aide, conseils et savoir-faire à la gestion locale. Mon intervention s'articulera autour de deux axes. Le premier traitera de l'évolution des contrôles des comptables publics à l'encontre des collectivités territoriales. Le second axe abordera les propositions au Conseil comptable de nature à participer à l'amélioration de la gouvernance financière des villes. Mesdames et messieurs, lorsqu'on jette un regard historique sur l'évolution des contrôles des comptables publics à l'encontre des collectivités territoriales, on s'aperçoit que la nature de ces contrôles a profondément évolué. En effet, en matière de dépenses, l'ordonnateur de la collectivité engage, liquide et ordonnance la dépense publique. Pour sa part, le comptable qui intervient au bout de la chaîne contrôle et règle la dépense. Communément, les points de contrôle dévolus au comptable public se résument pour la plupart au suivant. Le contrôle du caractère libératoire du règlement, la disponibilité des crédits budgétaires, l'exactitude des calculs de liquidation, l'existence du visa préalable du contrôle d'engagement, le contrôle de la prescription de la créance, la vérification de l'exacte imputation de la dépense au chapitre qu'elle concerne, le contrôle de la justification du service fait, et enfin la production des pièces justificatives prévues par la nomenclature des pièces justificatives. Ces contrôles s'exerçaient sur la base de pièces justificatives. Il n'appartenait pas au comptable public d'exercer ni un contrôle de matérialité,
ni un contrôle d'opportunité de la dépense. Seuls quelques corps de contrôle, notamment la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'administration territoriale, étaient légalement autorisés à exercer les contrôles de matérialité et d'opportunité. À la séparation fonctionnelle s'ajoutait le fait que les fonctions d'ordonnateur et de comptable étaient incompatibles. Ce schéma classique des relations entre les ordonnateurs et les comptables a commencé au fil du temps à s'éroder, à montrer ses insuffisances et à essuyer des critiques, lui reprochant notamment son manque d'efficacité et le peu de marge de manœuvre laissée aux ordonnateurs. En effet, ce système a été à l'origine de plusieurs dysfonctionnements. Il s'agit d'un allongement certain des délais de visa et de règlement des dépenses, d'une redondance dans l'exercice des contrôles par deux mêmes acteurs, complémentaires en théorie, mais en réalité dont les compétences se chevauchent. En l'occurrence, le contrôle des engagements de dépenses intervenant en amont et le comptable public intervenant en aval de la chaîne de la dépense. Une faiblesse dans les taux d'exécution des investissements des collectivités territoriales, imputable à la fois aux obstacles dressés par les comptables, mais également aux insuffisances au niveau des capacités de management des collectivités territoriales. Une adjonction continuelle de ressources humaines et donc de coûts financiers supplémentaires, du fait de la persistance des contrôles exhaustifs à l'encontre de tous les actes de la dépense, quels que soient leurs risques et leurs enjeux. L'existence de rejets en cascade qui ne finissaient pas d'exaspérer les services ordonnateurs. Une concentration des dépenses en fin d'année budgétaire qui créait des goulots d'étranglement pour la trésorerie publique. En résumé, les comptables renvoyaient plutôt l'image de censeurs que de facilitateurs. Et cette image tranchait d'autant plus avec le système anglo-saxon, qui était jugé beaucoup plus efficace, où les maires des villes disposaient de chéquiers et n'avaient pas de comptable public comme interlocuteur indépendant de leur service. Ce système de contrôle s'est également heurté à l'approche de l'école du New Public Management, qui obligeait les gestionnaires à rendre des comptes. Or, si les comptables publics continuaient à restreindre les marges de manœuvre des ordonnateurs, ces derniers ne pouvaient à eux seuls être jugés sur leurs résultats. C'est pour surmonter ces contraintes que le Maroc a amorcé des réformes courageuses, qui n'ont pas manqué de redessiner les contours des relations traditionnelles qui prévalaient jusqu'à présent entre les ordonnateurs et les comptables. Alors, quels sont les contrôles de ces nouvelles réformes ? Pour l'État, le décret du 4 novembre 2008, relatif au contrôle des dépenses de l'État, a réformé le contrôle des dépenses publiques. D'une part, en allégeant les contrôles préalables de régularité dévolus aux comptables, notamment suite à l'intégration du contrôle des engagements de dépenses dans le giron de la Trésorerie générale du Royaume intervenu en 2006, permettant d'internaliser au service ordonnateur certains points de contrôle en fonction de leur capacité de gestion, laquelle est évaluée au terme d'un processus d'audit exercé par les services comptables. Et d'autre part, en responsabilisant les services ordonnateurs en matière de contrôle de régularité pour les dépenses qu'ils initient, et notamment celles à faibles enjeux et à risque modéré. En revanche, et pour les collectivités territoriales, la réforme du système de contrôle instituée par le décret du 3 janvier 2010, portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales et de leurs groupements, est allée plus loin, en allégeant les contrôles préalables dévolus aux comptables par la suppression du contrôle de régularité et son remplacement par un simple contrôle budgétaire, et en responsabilisant les services ordonnateurs en matière de contrôle de régularité pour les dépenses qu'ils initient. Les autres contours de cette nouvelle réforme ont porté sur la redéfinition des termes de la responsabilité chez les intervenants, glissant d'une responsabilité personnelle et pécuniaire, imputable au seul comptable public, à une responsabilité partagée à l'ordonnateur et au comptable en vertu de la loi d'avril 2002 sur la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics. L'intégration des systèmes d'information des ordonnateurs et des comptables, au lieu d'une multiplicité de systèmes. C'est le cas de la gestion intégrée des dépenses des collectivités territoriales, JCT. La nouvelle mission de conseil financier aux collectivités locales et leurs groupements, que les comptables publics sont appelés à exercer pour informer les ordonnateurs locaux sur l'état de la situation financière de leur ville
et les éclairer sur l'impact financier de leurs décisions chaque fois qu'ils envisagent de réaliser des projets. Ainsi, le système dédié au Conseil financier des villes produit 4 types de rapports. Les tableaux de bord et bulletins mensuels permettant le suivi des opérations financières des collectivités territoriales toute l'année, les rapports annuels d'analyse financière rétrospective qui s'étalent sur 4 années de profondeur et qui permettent de dégager des tendances d'évolution pluriannuelles, la situation de suivi de l'exécution du budget en termes de crédits d'engagement et d'émissions, le rapport d'analyse financière prospective qui projette sur 4 années la situation financière de la collectivité pour éclairer la vision future en évaluant les marges de manœuvre possibles. En conclusion de cette première partie, le comptable qui participe à la maîtrise des risques financiers de l'amont à l'aval du processus d'exécution de la dépense a vu son rôle évoluer de simple teneur des comptes à celui d'expert des comptes publics, de conseiller financier et de facilitateur. Après avoir exposé l'évolution des contrôles comptables à l'encontre des collectivités territoriales, nous allons aborder le volet relatif au conseil comptable qui pourrait être prodigué pour une meilleure gouvernance financière des villes. Dans son article 139, la Constitution de 2011 précise à propos de la gouvernance publique. Les mécanismes de participation, de dialogue et de concertation sont mis en place par les collectivités territoriales pour favoriser l'implication des citoyens et des citoyennes et des associations dans l'élaboration et le suivi des programmes de développement. Elle ajoute dans son article 146 « Une loi organique fixe les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l'évaluation des actions et à la reddition des comptes. » La Constitution évoque ainsi la participation, la transparence, la responsabilité, le partenariat et la planification stratégique communale. Les axes d'amélioration proposés en matière de bonne gouvernance financière découlent tous des préceptes préconisés par la Constitution. Le premier axe consiste à s'attaquer à la problématique des ressources humaines. Un des chantiers prioritaires des collectivités territoriales devrait être la requalification et la professionnalisation des fonctionnaires communaux. Compte tenu du sureffectif qui caractérise les collectivités territoriales et de la pesanteur de leur masse salariale, il serait opportun de procéder, à l'instar de l'État, à une opération de départ volontaire tout en prenant le soin d'éviter le départ du personnel qualifié. D'accroître la productivité des ressources humaines en luttant contre l'absentéisme du personnel communal par l'adoption de mesures similaires à celles appliquées par circulaire du chef du gouvernement du 15 novembre 2012 au personnel de l'État, engagement de la procédure d'abandon de poste, sanctions disciplinaires, éventuellement des prélèvements sur salaire. De former les ressources humaines et d'améliorer leur capacité de gestion. De doter la commune de véritables structures administratives et d'un directeur administratif doté d'un fort statut, avec des compétences administratives réelles, mesures déjà entérinées par les nouvelles lois organiques régissant les collectivités territoriales. La séparation des prérogatives administratives du champ politique devrait être un des principes forts de la gouvernance locale. De définir et de clarifier les organigrammes et les attributions de chaque service et promouvoir la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences en tant qu'outil de gestion des ressources humaines communales. Le deuxième axe consisterait à améliorer le système fiscal local en actionnant plusieurs leviers. En l'occurrence, la multiplication des recensements. À chaque fois que l'administration communale relève des cas de sous-déclaration, en sous-traitant au besoin cette opération, si la commune ne dispose pas des moyens humains qualifiés nécessaires et en se tournant bien en amont de l'opération de recensement vers les partenaires ayant une grande expertise dans ce domaine, notamment la Direction générale des impôts et la Trésorerie générale du Royaume, et surtout les opérateurs de la ville chargés de l'assainissement et de la distribution de l'eau et de l'électricité, ainsi que Post Maroc. Des conventions de partenariat pourraient être conclues dans ce sens. Le renforcement des contrôles ciblés, notamment pour les taxes objets de sous-déclaration, à l'instar de la taxe sur les terrains non bâtis, des taxes sur les opérations de lotissement, des taxes sur les débits de boissons et des redevances d'occupation temporaire du domaine public, dans la mesure où l'administration communale dispose de prérogatives de contrôle analogues
à celle dévolue à la Direction générale des impôts et de tout l'arsenal juridique pour gérer l'assiette relative aux taxes et redevances communales. La simplification et l'optimisation de la fiscalité locale, par la réduction du nombre d'impôts ou de taxes, car la multiplicité ne garantit pas l'augmentation des recettes. Bien au contraire, elle peut occasionner des coûts élevés et engendrer des efforts de recouvrement contre-productifs et inutiles. La fusion de prélèvements portant sur la même matière imposable pour mettre fin à la surimposition. C'est le cas de la taxe de séjour avec la taxe de promotion touristique. Et c'est également le cas de la taxe sur les débits de boissons qui présente une double imposition manifeste avec la taxe sur la valeur ajoutée. La révision et l'actualisation des bases d'imposition en adaptant les tarifs aux données économiques locales et notamment la revue des valeurs locatives qui bien souvent remontent à plusieurs années et participent en conséquence à la minoration de l'assiette de liquidation de la taxe foncière. La mise à jour des fichiers des contribuables est une action prioritaire. La taxe sur les terrains non bâtis, par exemple, exigerait une actualisation annuelle des bases de données des contribuables, dans la mesure où toute construction nouvelle intervenue en cours d'année sur les terrains rendrait caduque l'application de cet impôt. L'élaboration de la circulaire d'application de la loi relative à la fiscalité locale, qui devait être publiée en 2008, suite au vote de la loi sur la fiscalité locale, pour expliquer et présenter la dite loi, comme l'a rappelé Si Bensouda hier. La mise à la disposition des collectivités territoriales d'une prévisibilité certaine des décaissements des dotations de l'État à leur profit, pour les rendre aptes à mieux programmer leurs projets et à gérer leur trésorerie. Le changement d'approche en matière de financement des collectivités, qui ne peut continuer de dépendre essentiellement de la fiscalité, car le citoyen contribuable national et local supporte un effort fiscal qui risque d'atteindre ses limites. La question qui se pose est de savoir si les coûts des services publics doivent-ils être toujours supportés comme par le passé par le contribuable ou doivent-ils être pris en charge par l'usager. La politique actuelle dans de nombreux pays de l'OCDE accroît la part de l'usager du service public et réduit celle du contribuable dans le financement des dépenses locales afin de limiter la pression fiscale, d'alléger les budgets des collectivités et de délivrer des prestations de qualité. Cette option peut se traduire par une politique de tarification des services publics qui prendrait en considération les coûts des prestations à partir d'un système comptable adapté à la gestion locale. Le troisième axe d'amélioration vise une meilleure gestion patrimoniale. Le patrimoine de la commune est composé de biens à vocation administrative, économique, sociale, sportive et récréative qui doivent procurer des ressources à même de renforcer son autonomie financière. Or, force est de constater que le produit des ressources patrimoniales est faible par rapport au volume global des ressources locales. Plusieurs actions doivent être entreprises pour améliorer cette situation. Il s'agit d'améliorer et tenir à jour le sommier de consistance, qui est le registre du suivi du patrimoine des collectivités territoriales. Les comptables publics remarquent très souvent que les sommiers de consistance sont mal tenus ou tout simplement inexistants. Beaucoup de collectivités n'opèrent aucune distinction entre les biens relevant du domaine public et ceux relevant du domaine privé. D'autres ne mentionnent ni l'origine des biens, ni les procédés par lesquels ils ont été acquis, ni leur date d'entrée dans le domaine communal. La deuxième action consiste à rendre le domaine communal productif, en adaptant les prix et les redevances à la valeur des biens cédés, donnés en gérance ou exploités en concession, en régie, sachant que la grande partie des biens est louée ou donnée en concession à des prix dérisoires. Le patrimoine des collectivités en tant que ressource inestimable reste encore très sous-exploité. Il pourrait générer d'importantes ressources propres s'il est recensé, valorisé, optimisé et estimé à sa juste valeur. Le quatrième axe d'amélioration consiste en une refonte du cadre et de la programmation budgétaire. On ne peut qu'enregistrer avec satisfaction l'adoption récente par le Parlement des lois organiques relatives aux régions, communes, préfectures et provinces, qui est certes un saut qualitatif important dans le sens du renforcement de la décentralisation, de la démocratie locale et de la consécration de la bonne gouvernance territoriale. Toutefois, les règles et les procédures budgétaires des collectivités territoriales n'ont pas ou peu évolué. D'un côté, l'élaboration du budget reste très approximative, peu lisible et difficilement exploitable pour le suivi et le contrôle. D'un autre côté, les procédures de visa et d'approbation du budget
ne favorise pas toujours l'efficacité de l'exécution des dépenses et l'engagement de la totalité des crédits. Par ailleurs, au moment de l'élaboration des budgets, l'identification des besoins se fait essentiellement selon les réalisations de l'exercice budgétaire précédent, sans tenir compte des prévisions économiques, fiscales, inflationnistes. Aussi est-il important de mettre en place une série de mesures afin d'améliorer le processus et le cadre budgétaire actuel. Il s'agit de revoir la nomenclature budgétaire afin d'avoir une meilleure présentation du budget. À l'image des finances de l'État, le modèle mission, programme, action pourrait être adopté pour plus d'efficacité. C'est ce que prévoient d'ailleurs les nouvelles lois organiques précitées. Globalisation des enveloppes de crédit, fongibilité, pluriannualité, modification des procédures d'élaboration et d'adoption des budgets par domaine d'activité amélioreront certainement la gestion budgétaire des collectivités territoriales. Il s'agit de faire participer les différents services communaux pour bien prendre en considération les besoins identifiés lors de la phase d'élaboration du budget. Il convient également d'améliorer les capacités de gestion des collectivités en matière de préparation, de lancement, d'exécution et de contrôle des marchés publics, ainsi qu'en matière de gestion de projets. Et enfin, d'évaluer le rôle des sociétés locales de développement récemment créées dans l'amélioration de l'exécution du budget de certaines grandes villes, avant d'envisager l'extension de ce mode de management à l'ensemble des autres villes. L'objectif de l'ensemble de ces propositions est d'instaurer un système des finances des collectivités territoriales performant, analogue à celui des finances de l'État et qui respecterait les dispositions de la loi organique relative à la loi de finances, fondée sur la gestion axée sur les résultats, la contractualisation, la budgétisation sensible au genre, etc. Dans ce cas de figure, la convergence budgétaire serait facilitée et l'État pourrait procéder aisément à une consolidation comptable nationale. Le cinquième axe d'amélioration recommande de s'appuyer sur le levier des technologies de l'information. La modernisation de la gouvernance financière locale exige un système d'information performant. L'exemple le plus parlant reste l'implémentation depuis le 1er janvier 2014 du système de gestion intégré de la dépense dédié aux collectivités territoriales, JIDCT, grâce à une collaboration active entre le ministère de l'Intérieur et la Trésorerie générale du Royaume. En effet, JID collectivité territoriale est à l'instar du système JID État et sera un vecteur d'amélioration de l'exécution de la dépense en termes d'efficacité et d'efficience, tant au niveau de la simplification des procédures, de l'accélération des temps de traitement des dossiers qu'au niveau de la transparence dans le processus d'exécution de la dépense. Aujourd'hui, le bilan de ce déploiement est très positif, dans la mesure où toutes les collectivités territoriales exécutent leurs dépenses de biens et services exclusivement sur le système JID collectivité territoriale depuis la prise en charge des budgets jusqu'à la clôture de l'exercice. En outre, la paie de 47% du personnel communal est aujourd'hui assurée par le système OJOR collectivité territoriale de la Trésorerie générale du Royaume. Ces chantiers de modernisation devront être dupliqués à tous les métiers stratégiques de la collectivité, à l'instar de l'urbanisme et plan, des travaux municipaux, de la gestion patrimoniale, de la gestion du bureau d'ordre, mais également à l'ensemble des services offerts aux citoyens. Le dernier axe d'amélioration porte sur l'ouverture des collectivités sur les partenaires. En effet, les avantages pour les collectivités territoriales des partenariats ne sont plus à présenter. Un croisement des financements, une gestion optimale des projets lourds et complexes, une accélération des rythmes de réalisation et surtout une amélioration de la qualité du service public. Or, le recours aux formes de coopération entre les collectivités territoriales et le secteur privé reste faible. Les quelques formes de coopération avec ce secteur, notamment dans quelques grandes villes, concernent exclusivement des secteurs tels que la distribution de l'eau, de l'électricité, l'assainissement et l'épuration des eaux usées, la gestion des déchets solides, le transport urbain et les abattoirs. Pourtant, l'article 78 de la charte communale ouvrait de larges possibilités de coopération et de partenariat qui auraient pu permettre aux communes de mobiliser des moyens de financement additionnels. Ainsi, les collectivités devraient entretenir des partenariats avec différents acteurs clés, tels que les autres niveaux administratifs, le secteur privé, les universités et les milieux de la recherche et de l'enseignement, en s'orientant vers des services collectifs non marchands de proximité,
et à fort impact sur le citoyen. Les partenariats avec le secteur du bénévolat, du tissu associatif et avec les entreprises sociales dans le secteur des services de proximité, à l'instar des soins aux personnes âgées, en sont les meilleurs exemples. Enfin, de plus en plus de bailleurs de fonds nationaux et internationaux développent des mécanismes de dons directs aux villes à travers des partenariats, même s'ils conditionnent l'octroi de leurs dons à une transparence irréprochable dans la gestion de leurs finances. En conclusion de mon intervention, il importe de souligner que la mobilisation des ressources locales est la clé du développement économique local. La faiblesse des budgets locaux relève plus du faible niveau réel de prélèvement local que de la pauvreté économique des villes. La marge de manœuvre des responsables et élus locaux est importante dans la mobilisation des ressources locales. Il est possible de doubler les ressources locales sans changer pour autant le niveau de la fiscalité locale. Les villes évoluent en outre dans un contexte difficile, caractérisé par un important gap entre les besoins induits par les nouvelles compétences transférées par la décentralisation et les montants budgétisés. Cet écart met au premier plan la nécessité d'un re-engineering de la fiscalité locale. Cependant, ces propositions visant à consolider les ressources locales resteront de vaines incantations si l'on ne prend pas en compte deux préalables importants. La question de la légitimité du prélèvement ne sera résolue que si elle va de pair avec l'amélioration de la dépense. Dans un contexte où l'ancrage de l'institution locale auprès des populations est à construire, l'amélioration de la qualité de la dépense et la perception par le citoyen de sa bonne exécution à travers des services rendus avec efficacité sont d'un apport déterminant. La mobilisation des ressources locales suppose aussi une clarification du jeu des acteurs. La décentralisation doit permettre, au-delà des intérêts des groupes, de mettre en place une coalition locale pour le développement, afin d'aboutir à un consensus dans la gestion des affaires locales. Dans un contexte où les besoins sociaux se font pressants et que les moyens d'intervention ne suivent pas au même rythme, il ne reste plus que le choix de coopérer ensemble. Un appel est lancé au gouvernement, aux administrations centrales, aux agences, aux partenaires sociaux associés, mais aussi et surtout à l'État local, aux élus locaux, pour se transformer en facilitateurs. Aujourd'hui, la nécessité de l'accès des villes au marché des capitaux n'est plus discutable, tant la nécessité d'investir se fait sentir et conditionne le développement urbain. En effet, le passage d'une population majoritairement rurale à une population majoritairement urbaine dans un laps de temps court nécessite des équipements de peuplement tels qu'aucun État, et encore moins une collectivité, ne dispose des ressources nécessaires pour y faire face. Le recours à l'emprunt, voire à des formes innovantes de partenariat public-privé, permet d'étaler la prise en charge de ces investissements lourds sur la longue durée, sans compromettre par un effort fiscal insupportable la compétitivité du tissu économique urbain. La gouvernance financière locale est un des piliers de la décentralisation. Elle est la condition du passage de la décentralisation administrative et financière à l'impulsion d'une véritable dynamique de développement économique local portée par les villes. Je voudrais conclure cette contribution à ce colloque par une formule devenue célèbre d'Alexis de Tocqueville et consignée dans son ouvrage « De la démocratie en Amérique », paru en 1835. Je cite : « C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté, ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple, elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de liberté. » Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Lotfi Missoum, pour votre communication. Nous allons passer la parole à Monsieur Guillaume Tinlot, chef du bureau de la synthèse budgétaire au sein de la direction des finances et des achats de la ville de Paris, au sujet de la gestion des budgets participatifs. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier le ministère de l'Économie et des Finances et la Trésorerie générale du Royaume pour leur invitation et la qualité de leur accueil ici à Rabat. Et nous parlons gestion financière des villes ce matin. Et la ville est le lieu privilégié de mise en place
de ce que l'on appelle des budgets participatifs. Un budget participatif permet aux citoyens d'une ville de discuter et de décider de l'affectation d'une part du budget communal à des projets, en général d'investissement. Alors, les budgets participatifs ne sont pas une réalité nouvelle. Ils existent depuis 40 à 50 ans. Des expériences ont été menées dans les années 70, par exemple, autour du mouvement dit d'autogestion. Des villes se sont lancées dans des expériences de budget participatif, notamment en Amérique du Sud. On cite souvent l'exemple de Porto Alegre, ville considérée comme pionnière dans la mise en place de budget participatif, qui dès 1989 décide de la mise en place d'un budget participatif. Et on constate aujourd'hui un renouveau, un essor des budgets participatifs. On estime aujourd'hui à environ 1500 collectivités dans le monde à avoir mis en place de tels budgets participatifs. La ville de Paris elle-même, en 2014, s'est lancée dans l'aventure et a mis en place un budget participatif sur lequel je reviendrai. Alors, les budgets participatifs continuent néanmoins à soulever des débats importants. On l'a notamment vu dans nos discussions depuis hier. Des débats importants, une certaine méfiance parfois. Ces détracteurs y voyant notamment un symptôme supplémentaire d'une crise de la représentation politique, voire même d'une remise en cause de la capacité des élus locaux à décider. Certains y voient également un gadget, certains y voient un artifice qui tient plus à la communication politique qu'à la décision en tant que telle. Donc une méfiance qui reste relativement forte. À l'inverse, les promoteurs du budget participatif y voient une forme d'avant-garde d'une nouvelle gouvernance financière des villes, voire d'un nouvel art de gouverner. Il voit le levier d'une redynamisation de la démocratie locale, voire d'une revitalisation en profondeur de la vie démocratique des villes. Alors mon propos ce matin sera de dire que la vérité se situe sans doute entre les deux, et qu'un budget participatif peut être considéré comme un levier d'une gestion locale redynamisée, d'une relation aux citoyens rendue plus active, un rapprochement entre le citoyen et la décision politique, mais que cette opportunité qu'offre le budget participatif est soumise à des conditions, notamment dans les conditions de mise en place opérationnelle de ces budgets, que j'essaierai d'expliciter ce matin à la lumière de l'expérience parisienne. Alors, tout d'abord, regardons un peu, illustrons avec le budget participatif parisien. Alors, Paris a décidé en avril 2014 la mise en place d'un budget participatif, en faisant suite à un engagement qui avait été pris pendant la campagne pour les élections municipales de mars 2014. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a donc souhaité allouer 5% du budget d'investissement de la ville à un dispositif participatif issu du vote direct des Parisiens. 5% du budget d'investissement. Paris investit chaque année 1,5 milliard d'euros. C'est donc 75 millions d'euros consacrés chaque année au budget participatif. Alors, spontanément, on peut avoir l'impression que 5% d'un budget, c'est peu. En réalité, un budget d'investissement dans une ville comme Paris
on peut considérer que la moitié d'un budget d'investissement est consacrée à de l'entretien récurrent, de la restructuration d'équipements, des dépenses qui ne donnent pas lieu à décision, enfin ne sont pas des nouveaux projets. Donc on a déjà une assiette réduite de moitié. Par ailleurs, une ville comme Paris investit beaucoup pour le logement, investit pour des grands projets d'infrastructures de transport qui représentent, là encore, quelques centaines de millions d'euros chaque année, ce qui fait que l'assiette, si je puis dire, utile sur laquelle les citoyens peuvent décider de l'affectation libre à tel ou tel projet est en réalité relativement réduite, si bien qu'une enveloppe de 75 millions d'euros consacrée au budget participatif, c'est quelque chose de significatif. Une première édition a été menée en 2014. Alors, c'était un budget participatif que l'on pourrait qualifier de transitoire, puisque le calendrier, l'élection de la nouvelle maire de Paris en avril a fait que on n'a pas eu le temps de mener le processus participatif dans son ensemble, et notamment la phase d'imagination et de proposition de projets par les Parisiens n'a pas pu être engagée, si bien que l'année dernière, en 2014, les projets ont été proposés par la ville et ont été départagés par les Parisiens. Donc le vote a consisté à départager des projets. 9 projets ont été choisis, des projets que l'on pourrait qualifier pour beaucoup de projets qui touchent au quotidien, qui touchent donc le projet quotidien, c'est des projets qui touchent au cadre de vie, par exemple, beaucoup de projets de végétalisation, beaucoup de projets de verdissement de l'espace public, des projets qui touchent aux équipements de proximité, des petites rénovations, des petits aménagements dans les écoles ou dans les crèches. Voilà pour l'édition 2014, le vote ayant eu lieu de façon numérique et physique, via une plateforme Internet et en des points physiques de vote, dans des mairies d'arrondissement et dans des équipements municipaux. Alors parlons maintenant de l'édition 2015 du budget participatif, qui est la première de plein exercice à dérouler le processus dans sa totalité. Alors comment les choses sont organisées ? Janvier 2015 est ouvert une plateforme d'idéation, une plateforme de dépôt d'idées où l'on propose aux citoyens de porter et de proposer des projets d'investissement. Cette phase a duré de janvier à mars, une phase qui est exclusivement faite via une plateforme numérique, une plateforme Internet, qui s'appelle Madame la maire, j'ai une idée, où les Parisiens, individuels ou collectifs, c'est important, un individu peut déposer un projet, un collectif, une association, peut également porter un projet, ont déposé des projets. Un grand succès puisque 5000 projets ont été déposés par les Parisiens. Alors, on imagine mal faire voter les Parisiens sur 5000 projets. Dès lors, à partir de cette grande imagination des Parisiens, il a fallu sélectionner une partie des projets à soumettre au vote. Des projets dits parisiens, qui concernent l'ensemble du territoire parisien, mais également des projets d'arrondissement, puisque, à l'échelle des 20 arrondissements de la capitale, des projets ont pu être déposés par les Parisiens qui ne concernent que l'arrondissement. Donc en réalité, on parle du budget participatif parisien, on devrait parler des 21 budgets participatifs parisiens. 21 budgets par arrondissement et un budget parisien. Alors, à partir de ces 5115 projets, pour être exact, nous sommes arrivés à 77 projets parisiens et 557 projets d'arrondissement soumis au vote. Comment ça s'est passé ? Il y a eu un premier filtre,
je dirais, des projets. Un filtre au niveau de la recevabilité des projets. Ont été notamment écartés des projets qui ne concernaient pas les budgets d'investissement de la collectivité, mais ses budgets de fonctionnement. Ont été écartés des projets qui ne concernaient pas les compétences municipales, bien sûr. Ont été écartés des projets qui étaient orthogonaux finalement avec des projets de mandature. On évoque la réduction de la place de la voiture à Paris. On imagine bien qu'une idée qui proposait d'augmenter la place de la voiture sur l'espace public ont été écartées. C'est un choix qui a été fait et assumé dès le départ voilà. Un passage en commission d'élus, des élus qui assument, des maires d'arrondissement qui souhaitent effectivement ce projet est venu des Parisiens, j'accepte de le mettre au vote. On en vient maintenant au vote. Alors le vote, il est en ce moment, il s'est ouvert jeudi jusqu'à la fin de semaine prochaine, donc 10 jours de vote, qui devra conduire les Parisiens à départager l'ensemble de ces projets. Le vote, comment ça se passe? La seule condition, résider à Paris. Pas de condition d'âge, pas de condition de nationalité, donc il n'y a pas de correspondance entre le corps électoral classique et les électeurs du budget participatif. Un vote numérique, on essaye d'encourager bien sûr le vote via la plateforme Internet, mais également un vote physique en mairie d'arrondissement, dans les bibliothèques, dans des maisons des associations, dans différents équipements municipaux. Ces 600 et quelques projets concernent pour beaucoup l'amélioration du cadre de vie. C'est intéressant de regarder la typologie des projets. On s'aperçoit que dans une ville extrêmement dense, comme Dominique l'a rappelé, des projets qui touchent l'environnement, le cadre de vie, remontent beaucoup de la part des Parisiens. Des projets d'aménagement de petites places, des projets qui visent à rendre plus convivial l'espace public, des projets de verdissement de l'espace public sont premiers, de même que des projets qui touchent à la mobilité et au déplacement des Parisiens, des pistes cyclables, beaucoup d'aménagements qui touchent au vélo ou à la place des deux roues notamment. Enfin, des projets à dimension environnementale, des points de recyclage, des points de compost, des points qui visent à améliorer la qualité environnementale de la ville. Voilà pour le vote. Dernière étape, à l'issue du dépouillement, qui sera celle de l'inscription, bien évidemment, au budget de la ville de Paris votant son budget en décembre de chaque année pour son budget de l'année suivante. Donc un processus participatif qui aura duré toute l'année. Voilà en quelques mots comment décrire l'expérience parisienne. On peut se demander maintenant à quoi peut servir un budget participatif? Que peut apporter un budget participatif? Pour moi, il y a 3 grands types d'apports. Le premier apport, c'est sans doute de permettre une forme de réappropriation de la décision publique par les citoyens, de créer des liens plus immédiats et concrets entre les citoyens et les décideurs, voire même, comme l'a dit M. Saphir, de réconcilier la ville avec ses habitants en parlant de Casablanca. Quelque part, un budget participatif, il est un levier pour répondre à ce que l'on appelle souvent une crise de la légitimité politique, une crise de défiance. On a parlé de nos sociétés de défiance, et d'aller renouveler les façons de construire la décision politique permet d'y répondre.
un budget participatif, finalement, on n'est pas très loin d'un modèle de démocratie délibérative dans laquelle la décision se construit avec ses bénéficiaires. On s'inspire pour ça des travaux d'Habermas ou de Rawls qui ont montré que en s'attachant au processus et à la délibération de la décision, on peut améliorer sa rationalité et sa légitimité. Deuxième type d'apport, plus précisément d'ordre financier, un budget participatif, c'est un levier puissant d'une meilleure appropriation par le citoyen de la matière budgétaire et financière. Construire un budget, ça ne doit pas être une question d'experts, ça ne doit pas être une question renvoyée à une dimension technique, mais il est nécessaire de débattre, de délibérer du budget et de sa construction. Un budget participatif, alors certes, on l'a dit, on vote sur une enveloppe restreinte, 5% d'un budget d'investissement, un budget d'une collectivité qui est lui-même un budget de fonctionnement qui, au total, avoisine les 8 milliards d'euros. Mais on peut se servir de ce budget participatif comme un point d'entrée pour donner les moyens de mieux comprendre un budget, mieux comprendre les règles, les contraintes qui pèsent sur un budget, des règles d'équilibre d'un budget local, des règles de financement d'un service public. Un budget participatif, c'est également rappeler que le service public local, il est pour l'essentiel financé par le contribuable et pas par l'usager. Enfin, des choses qui, parfois, ne sont pas intuitives, bien sûr, et donc le budget participatif peut servir à tout ça. Par ailleurs, il permet de rappeler les circuits de la décision, les conseils d'arrondissement à Paris, le conseil de Paris, les attributions de l'un et de l'autre. Donc, on a aussi un rôle en la matière. Troisième grand apport d'un budget participatif, cette fois-ci dans l'autre sens, c'est qu'un budget participatif permet à une collectivité de bénéficier d'une expertise citoyenne, bénéficier d'une créativité des citoyens. En termes budgétaires, un budget participatif permet également de dépenser mieux, de faire autant moins cher par l'imagination des citoyens. Un budget participatif permet de reconnaître ce que le chercheur français Loïc Blondiot appelle une compétence d'usage. C'est quand on se sert d'un service, c'est quand on se sert d'un équipement que l'on est le plus à même finalement de proposer, d'imaginer des évolutions et des voies d'amélioration. Un budget participatif, c'est également un levier de modernisation pour une collectivité, de modernisation de l'action publique. Il permet de proposer des nouveaux modes de gestion, permet d'innover, permet de décloisonner les façons de faire. Voilà pour les apports de ce budget participatif. Ce qu'il est important de retenir également, c'est que ces opportunités offertes par un budget participatif, elles reposent sur des conditions. Il y a une véritable ingénierie finalement d'un budget participatif qui suppose d'être mise en place. Et ces conditions, quelles sont-elles? Et tout d'abord, à quels écueils doivent-elles répondre? Les écueils d'un budget participatif, c'est premièrement le fait que, en termes de participation citoyenne, un budget participatif ne change rien. On parle souvent du degré d'éloignement ou de proximité à la décision de telle ou telle catégorie de population en fonction de critères sociaux, culturels, d'éducation, etc. Effectivement, le budget participatif doit viser à accroître, à garantir une participation la plus large
possible et la plus diverse possible. Un autre écueil, c'est bien sûr une forme d'instrumentalisation d'un budget participatif par une forme de privatisation quelque part de l'espace public via le budget participatif. Autre écueil, c'est qu'un budget participatif, finalement, on pourrait qualifier d'effet consommation, d'effet panier, le fait de juste cliquer, faire un peu ses courses, sans justement permettre aux apports évoqués, aux opportunités évoquées de se matérialiser. De façon plus pratique, enfin, un des risques du budget participatif est un défaut de participation qui ferait que ce budget participatif tournerait à vide, voire compliquerait l'action de la collectivité, ou même délégitimerait un exécutif municipal. Dès lors, il y a des conditions à remplir pour qu'un budget participatif se déroule de bonne façon. Le premier, c'est la pédagogie. Quelque chose d'essentiel, c'est autour d'un budget participatif, il faut faire de la pédagogie. Pédagogie à la matière financière, on l'a dit. Comment se construit un budget ? Quelle est la part de telle ou telle ressource ? La fiscalité locale, les dotations de l'État, les participations des usagers. La pédagogie autour du processus de construction budgétaire. Cette pédagogie, elle suppose des voies diverses et variées via des relais, les relais classiques, les institutions de participation, les conseils de quartier, les forums ou les agoras organisés autour du budget participatif. La pédagogie via les supports numériques essentiels, l'effet de levier des outils numériques et des systèmes d'information est essentiel à cet égard. Donc la pédagogie est essentielle. Deuxième condition, c'est quelque part fournir des outils aux habitants pour proposer des projets qui répondent à leurs besoins. Outiller des citoyens, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mettre en place les interfaces nécessaires pour itérer sur un projet. On peut avoir un collectif, une association peut porter un projet. Néanmoins, pour que le projet soit réalisable dans des délais et à un coût raisonnable, il peut être nécessaire d'échanger, d'itérer, d'outiller quelque part et de co-construire ces projets avec les citoyens. Ça peut être via la mise en place la mise à disposition de ressources, des kits en ligne, des ressources cartographiques, des exemples de projets ayant déjà été menés, ou ça peut se faire via des instances physiques de rencontres, de concertation et d'échanges entre les services municipaux et la collectivité. Autre condition, c'est le rendre compte. Un élément essentiel, c'est la collectivité doit rendre compte de la mise en place d'un budget participatif. Autre élément de pédagogie, un projet d'investissement, on le vote, on l'inscrit au budget, il ne sort pas de terre dans les 2 mois. Cette culture du rendre compte, elle est essentielle à la réussite d'un budget participatif. Dernière condition, et enjeu de taille, c'est le défi posé par un budget participatif aux services municipaux, au service d'une collectivité. Un budget participatif, ça peut bousculer. Une grande ville, ce sont des services, une administration bâtisseuse en général. À Paris, on a des ingénieurs qui sont les héritiers d'Haussmann, qui ont construit un réseau d'égouts dont source de fierté, bien évidemment, et de se dire que désormais, c'est les citoyens qui spontanément vont proposer des projets d'investissement, on imagine que ça peut bousculer
voire ça peut créer un sentiment de dépossession. Dès lors, il faut accompagner cela, justement, en montrant que, non pas une dépossession, mais une source d'enrichissement, d'échange, de croisée des expertises. Donc un budget participatif permet cela. Deuxième défi important, c'est celui, bien sûr, de la mobilisation des ressources. Un budget participatif, ça demande beaucoup d'énergie, c'est énormément de projets qu'il faut instruire, qu'il faut filtrer, et il faut faire, bien évidemment, très attention à la mobilisation des ressources. Dernier défi de taille, c'est celui des systèmes d'information. On l'a dit, les systèmes Internet sont un levier très important, indispensable, et ils doivent donner lieu à un soin tout particulier qui doivent permettre notamment de gérer le front office, donc ce que voient les citoyens, mais également le back office, donc tout ce qui concerne l'instruction et la réalisation des dossiers, donc des circuits d'information qui doivent être regardés de très près pour ne pas perturber l'organisation des services municipaux. Voilà, en conclusion, le budget participatif apparaît comme un outil précieux, je crois qu'on peut le dire, sans conclure au fait qu'un budget participatif serait un miracle ou l'alpha ou l'oméga d'une nouvelle gestion financière des villes. En tout cas, un outil précieux d'une relation redynamisée, revitalisée entre une ville et ses citoyens, et un levier interne également de mobilisation et de modernisation, c'est important. Mais on l'a dit, sa mise en place suppose une véritable ingénierie du budget participatif, sans laquelle un budget participatif, s'il échoue, peut faire porter des risques, y compris politiques, à une collectivité. Merci beaucoup. Merci pour cet enrichissement et ce partage d'expérience. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord, en votre nom, remercier à nouveau l'ensemble des intervenants et nous proposer une dizaine de minutes de pause café et nous retrouver avec les intervenants suivants. À tout de suite.